Ce n'est pas au final une sorte d'ingénierie sociale, une immense machine construite avec un but bien précis. Et cet architecte présumé, eh bien c'est lui, John D. Rockefeller. On a tous l'impression que notre système économique est naturel, qu'il a toujours été là. Mais si c'était faux? Et si en réalité tout ça avait été pensé, conçu dans les moindres détails par un seul et unique homme? C'est la question qui fâche un peu, non? Est-ce que ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme, ce n'est pas au final une sorte d'ingénierie sociale, une immense machine construite avec un but bien précis? Et cet architecte présumé, eh bien c'est lui, John D. Rockefeller. Alors attention, il ne faut pas l'imaginer comme un simple entrepreneur qui a eu de la chance. Non, non. Il faut le voir comme le créateur d'un véritable système de contrôle. Il a bâti, et le mot est juste, une machine de domination absolue. Alors, on va plonger ensemble dans ce qu'on pourrait appeler le manuel Rockefeller. C'est un plan en 5 étapes, une sorte de mode d'emploi pour la domination. Et ce qui est fou, c'est que sa logique, on va le voir, elle est encore utilisée aujourd'hui partout, des plus grosses boîtes jusqu'au gouvernement eux-mêmes. Bon, voilà les 5 chapitres de son manuel. D'abord, l'intégration verticale, contrôler tout, de A à Z. Ensuite, la consolidation horizontale, en gros, racheter ou écraser tous les concurrents. Puis le trust, une structure un peu opaque pour tout contrôler en douce. Après, il y a la capture réglementaire, c'est-à-dire faire du gouvernement son meilleur ami. Et enfin, la philanthropie stratégique, ou comment utiliser la charité comme une arme. On voit le truc. Chaque étape renforce la précédente. Ça crée un système de domination quasi parfait, et c'est vraiment la clé pour piger tout le reste. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que ce fameux manuel, il n'a pas pris la poussière sur une étagère, pas du tout. Ces tactiques, qui ont plus d'un siècle, eh bien, elles ont été reprises, adaptées, mais à une échelle bien plus grande. On les retrouve aujourd'hui dans la façon dont les pays se font la guerre, économiquement, bien sûr. Regardons un exemple très concret, le débat en Europe sur la Chine. D'un côté, on a la position française. On y va franco, on met des droits de douane pour protéger nos industries, c'est la méthode Rockefeller version frontale, pour éliminer la concurrence. Et de l'autre, l'Allemagne. Eux, c'est plus subtil. Ils disent « Non, non, évitons la guerre commerciale, misons plutôt sur notre propre productivité pour être meilleurs ». Ça rappelle une autre tactique de Rockefeller, dominer de l'intérieur en étant plus efficace que tout le monde. Évidemment, ces grandes stratégies géopolitiques, elles ont un prix. Et le prix, c'est la dette. Pour rester dans la course mondiale, des pays comme la France, l'Italie ou l'Espagne se sont endettés jusqu'au cou. En fait, ils jouent avec ce qu'on appelle un effet de levier énorme, c'est-à-dire qu'ils empruntent massivement pour faire tourner la machine. Le problème, c'est que quand les taux d'intérêt remontent, comme en ce moment, eh bien cette dette devient un poids immense qui pèse sur tout, les hôpitaux, les écoles, les services publics, quoi. Bon, on a parlé des États, mais tout ça, ce système de compétition et de dette, ça ne reste pas en l'air, ça redescend, et ça atterrit directement dans nos portefeuilles. En fait, ça crée tout un tas de pressions qui sont presque faites pour nous empêcher de nous enrichir. C'est ce que certains appellent les dépenses toxiques. On les connaît tous, hein. Le logement, qui avale une part gigantesque du salaire. La voiture, pareil. Les assurances qu'on paye sans trop savoir pourquoi. Les abonnements qu'on a complètement oubliés. Et même l'argent qu'on laisse dormir sur un compte courant et qui, en fait, perd de sa valeur à cause de l'inflation. Au final, chaque euro qui part là-dedans, c'est un peu de liberté financière qui s'envole. Et ça nous maintient dans un rôle de consommateur, tout simplement. Et parfois, le système est malin. Il utilise des diversions. Un exemple parfait, la taxe d'habitation. On se souvient des débats enflammés, c'était un sujet hyper sensible. Mais si on y regarde de plus près, ça représentait quoi? 1 euro par jour et par personne. C'est fou, ce décalage entre l'émotion que ça a suscité et la réalité des chiffres. Ça montre bien comment notre attention peut être focalisée sur un détail pour nous faire oublier les enjeux bien plus grands. Alors, face à ce système qui semble un peu verrouillé, forcément, certains cherchent une porte de sortie, une échappatoire. Et c'est là que les crypto-monnaies sont entrées en jeu. L'idée de base, c'était ça, créer un système parallèle, une alternative, loin des règles du jeu traditionnelles. La grande question, c'est est-ce que c'est une vraie échappatoire ou juste un autre piège? C'est tout le paradoxe du monde des cryptos, un mélange de promesses incroyables et de dangers bien réels. Pour comprendre ce nouveau jeu, il faut en connaître les règles un peu tordues. Prenons un terme technique, le bear trap, le piège à ours si on veut. C'est une manipulation de marché assez classique. Le prix commence à remonter, tout le monde se dit « Ah, ça y est, c'est reparti !» Les gens achètent et paf, le marché s'effondre encore plus bas. C'est un piège parfait pour plumer les plus optimistes. Et c'est ça le point clé. On a l'impression d'être dans un nouveau monde, décentralisé. Mais en réalité, même là, il y a des gros poissons, des baleines comme on les appelle, qui ont assez de puissance pour manipuler tout le marché. Et ça ne vous rappelle rien? C'est exactement le système de contrôle de Rockefeller, mais version 2.0. La technologie a changé, mais les dynamiques de pouvoir, elles, sont restées exactement les mêmes. Tout ça nous ramène à notre point de départ et à la conclusion assez ironique de l'histoire de Rockefeller. Parce qu'à la fin, le gouvernement américain a fini par démanteler son monopole, la Standard Oil.
On pourrait se dire « Ah, enfin, justice est faite !» Sauf que pas du tout. Non seulement ils ne l'ont pas puni, mais cette décision a fait de lui le tout premier milliardaire de l'histoire. Regardez cette chronologie, c'est limpide. En 1911, la Cour suprême casse la Standard Oil en 34 morceaux. On se dit que c'est la fin. Mais 2 ans plus tard, la fortune de Rockefeller a doublé. Et des décennies plus tard, en 1999, qu'est-ce qui se passe? Les 2 plus gros morceaux, Exxon et Mobil, se remarient. Et aujourd'hui, les héritières de la Standard Oil, comme ExxonMobil, Chevron ou BP, dominent toujours le marché mondial. En fait, la mort du monopole n'était qu'une illusion. Le système a prouvé qu'il était incroyablement résistant. Le manuel n'a pas été jeté à la poubelle, il a juste été amélioré. Ce qui nous laisse avec une question de fond. Peut-on vraiment gagner dans un jeu dont un seul joueur a écrit toutes les règles? La question, elle, reste ouverte.